Je m'appelle Oumar Wade, je suis président de l'Association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes, plus connue sous le nom de Tatane Assadik. D'accord, Monsieur Wade, dans vos livrets, vous avez fait le rapport de l'acte 3 de la décentralisation. Pouvez-vous un peu résumer l'essentiel de ces livrets? Donc, ces deux livrets que nous avons présentés aujourd'hui s'insèrent dans une série de publications qui ont pour objectif de faciliter la compréhension de tout ce qui est texte lié à la décentralisation aux citoyens lambda, comme on l'a dit. Nous l'avons dit aussi, ces publications ne s'adressent pas aux experts ni aux académiciens, mais aux communs des Sénégalais qui veulent justement comprendre davantage la gestion des affaires locales, donc la décentralisation. La première publication avait trait aux élections locales. Donc, on voulait donner l'information aux citoyens lambda qu'est-ce que c'est que cette décentralisation, pourquoi ces élections, quels sont ces enjeux et comment faire pour participer à ces élections en tant qu'électeur, mais aussi en tant que futur élu et qu'on avait la possibilité de représenter sa commune, de pouvoir participer à la gestion publique locale. Et donc, ce livret avait pour vocation de donner la quintessence de l'information dans un langage plus accessible aux différents citoyens. La deuxième publication se voulait une contribution à l'évaluation actuelle de la décentralisation, de l'acte 3 de la décentralisation qui est en cours. Nous avons pensé qu'il était question, après qu'on ait inscrit le principe de la participation comme un des principes directeur de la décentralisation, de pouvoir aussi s'interroger sur les citoyens et en leur posant deux questions essentielles. Quelle est la perception qu'ils ont ces citoyens de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi quelle est la qualité des services qui sont rendus par les collectivités locales. Parce qu'en fin de compte, les collectivités locales, ce n'est pas seulement pour les institutions, pour les élections et autres, mais c'est pour aussi rendre des services. Et on rend des services aux citoyens et il était question de les interroger sur le niveau de satisfaction des services rendus, s'il y avait des services qui étaient rendus. Donc nous avons pu voir du côté processus budgétaire, des services publics locaux, mais aussi plus ou moins de la gouvernance générale des collectivités territoriales. Et les citoyens ont donné leur avis. Certes, il y a un niveau de participation, on ne peut pas qui est plus ou moins élémentaire, mais que la participation n'est pas réellement effective, ne concerne pas aussi tout le processus et aussi il n'y a pas une visibilité pour les populations de l'ensemble des services qui sont rendus et aussi des moyens et aussi objectifs de la collectivité locale. Donc se posent encore des questions d'incompréhension entre élus et citoyens, peut-être qui est due à une question de méconnaissance aussi des textes, des incompréhensions aussi parce que les élus ont des choses à reprocher aux populations en termes de participation, mais aussi les citoyens avaient des choses aussi à reprocher à leurs élus par manque de transparence, mais aussi par manque peut-être de mécanismes d'implication. Et au final, c'est nos territoires qui peinent à décoller parce que ne mobilisent pas toutes les énergies nécessaires dont ils disposent et toutes les ressources pour pouvoir les mettre à la disposition du développement local. Ces deux documents sont un partage d'expérience par rapport à la décentralisation. Mais durant votre parcours, vous avez remarqué des dysfonctionnements parce qu'il y a un certain manque de relation entre l'État central et les services déconcentrés. Tout à fait. Je crois que notre décentralisation peine encore à donner tous les résultats escomptés parce que justement aussi il y a un problème de lisibilité des échelles de gouvernance et aussi comme je le disais, nous avons des choses à emprunter aux Allemands et je disais moi si j'avais à choisir c'était ce principe de subsidiarité qui voudrait qu'on puisse regarder à chaque moment qu'il s'agit d'une action publique quel est le meilleur niveau et qui doit faire quoi. En termes donc de responsabilité, mais en termes aussi de transfert, mais aussi en termes d'évaluation et en termes aussi de sanctions positives comme sanctions négatives. Ça veut dire que donc si effectivement chacun faisait ce qu'il avait à faire, au moment où il doit le faire avec une coordination d'ensemble, avec un État stratège qui contrôle, qui oriente et que des populations impliquées, des populations qui prennent en charge les affaires locales et qui s'impliquent, je crois que notre niveau de décentralisation, notre niveau de développement allait donc faire un bond
et que je crois que ce serait bénéfique pour tout le monde. Et je crois que c'est ça qui, en fait, est ressorti globalement dans ces publications. Et les conflits d'intérêts qui peuvent exister entre les services déconcentrés et l'État central? Oui, c'est là où je disais aussi ce principe de subsidiarité voudrait aussi, et même le principe de territorialisation, voudrait aussi qu'on puisse voir, parce que nous avons un État central, nous avons ce qu'on appelle un État déconcentré, ça veut dire la déconcentration d'une administration territoriale. Nous avons des collectivités territoriales et nous avons des établissements publics. Mais tout cela, c'est l'État qui en action. Mais qui doit faire quoi? Qui doit justement réaliser? Nous avons noté dans le cadre de cette évaluation que parfois il y a des chevauchements, il y a des doublons. Et ces doublons sont source de gâchis, sont source de perte de temps, sont source aussi d'inefficacité. Et que je crois que si nous parvenons à clarifier les rôles des uns et des autres, je crois que c'est le fonctionnement global de l'État qui va justement avoir, je crois, un effet positif. Et je crois que nous l'avons noté sur la mise en œuvre des politiques publiques. Il n'est pas très clair. L'articulation entre les politiques locales et les politiques publiques, quelle coordination, quelle contractualisation et comment devrons-nous évaluer toutes ces politiques? Et je crois que ce sont ces débats-là qui sont posés dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Après ce collecte d'informations, que sera la suite? Est-ce que ces recommandations vont arriver sur la table des preneurs de décision? Ce que nous avons fait avec l'appui de la Fondation, c'est qu'avant d'organiser cette séance, ces différentes publications ont été transmises aux autorités, d'abord au président de la République, aux différentes institutions, au Conseil président de la République, au ministère en charge des collectivités territoriales, pour d'abord leur dire véritablement voilà ce que nous avons fait. Et aussi, nous sommes passés par les ARD, les agences régionales de développement, qui sont les chevilles ouvrières des collectivités locales. Et tout ce que nous l'avons fait avec ces structures-là, et aussi sur le terrain avec les structures que sont les cadres de concertation, mais aussi les associations reconnues qui sont des cadres de participation. Donc c'est ça notre contribution. Notre pouvoir aussi, comme on dit, c'est là où nous pouvons peut-être s'arrêter, et le reste dépendra maintenant des autorités et des citoyens d'en prendre connaissance, parce que pour nous c'est d'apporter la connaissance et de pouvoir justement donner à chacun l'information nécessaire pour la prise de décision. Je voulais juste ajouter, vous organisez cette conférence dans un contexte où on parle d'éventuelle nomination du maire de Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et puis, est-ce que vous pensez aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les programmes tels que PUDC, c'est un sauvagement avec les collectivités territoriales? Je crois que c'est un débat je crois, qui est posé, mais je parlerai en tant que technicien de la décentralisation. Je crois que la nomination d'un maire, je crois que ça, on l'a fait, c'était avant les indépendances. On a nommé les maires parce qu'on avait au départ des conseils élus, mais le maire était désigné par l'autorité. Donc on est arrivé à un niveau de décentralisation où on a progressé avec l'acte 2, donc en 72, et en 90 même, on a dessaisi les sous-préfets pour la gestion comme ordonnateur des dépenses, pour arriver en 1996 à transférer des compétences, à inscrire comme principe le principe de contrôle a posteriori. Donc tout cela contribue à dire que le maire ne doit pas être nommé, le maire il doit être élu. Et la question qui est posée, c'est même le maire doit être élu au suffrage universel et non pas en suffrage indirect. Et je crois que c'est le débat qui a été posé, et c'est le débat de mon point de vue qui nous fait avancer, et non pas d'élire un maire, parce que ce ne sera pas effectivement conforme aux principes et aux dispositions de la Constitution et au niveau de la décentralisation. Vous êtes un spécialiste de la décentralisation, vous réagissez aux questions d'actualité. Le ministre de la décentralisation a soutenu qu'il y a une forte somme d'argent payée à des gens sans ne rien faire en parlant de la culture locale. Quelle est la réaction de l'expert? Je crois que, à mon avis, je partage son point de vue, parce que un audit a été fait et on s'est rendu compte même que, du point de vue du profil, il y avait moins de techniciens, il y avait plus de chauffeurs et de personnel de support que de techniciens. Alors que la décentralisation, en dehors du politique à qui on demande une vision, il doit exister des professionnels
qui prennent en charge le point de vue. C'est comme qui me dirait, le président de la République est élu, il doit avoir des ministres, il doit avoir des ingénieurs, il doit avoir des économistes. On élit un maire, il faut qu'il ait des professionnels parce qu'un maire, ce n'est pas un maire d'exécuter les politiques au niveau local, mais il doit s'appuyer sur des techniciens. Et je crois que M. Le Feu, Mamadou Diop l'avait très bien compris, et avait recruté des experts. Et c'est pourquoi la ville de Dakar aussi a pu faire un bond. Et je crois que c'est un exemple à méditer. Et je crois que la fonction publique offre une opportunité, mais il faudrait l'assainir et pouvoir offrir aux jeunes diplômés d'insérer la fonction publique locale et de pouvoir apporter leur contribution au développement.